l'Académie des sciences naturelles de Philadelphie reçut en mars 1863 une lettre urgente qui allait remettre en question tout ce que ses membres croyaient savoir sur l'intellect humain. La lettre décrivait une fillette noire de 9 ans vivant dans un camp de contraband à l'extérieur d'Alexandrie, en Virginie, capable de réciter des manuels médicaux entiers après les avoir entendus une seule fois, de résoudre des équations mathématiques complexes sans instruction et de parler couramment le latin malgré l'absence totale d'éducation formelle. Le principal chercheur de l'Académie, le docteur Samuel Callicott, balaya d'abord l'affaire comme de la propagande abolitionniste. Mais lorsque 3 officiers militaires distincts confirmèrent le récit, ajoutant que la fillette avait correctement diagnostiqué des erreurs de médication commises par un médecin du camp et sauvé la vie de 2 soldats, Callicott devint obsédé par l'idée de prouver l'impossibilité de ces faits. Selon ses journaux privés, découverts des décennies plus tard dans une section scellée des archives de l'Académie, ce qu'il trouva dans ce camp l'obligea à détruire des années de ses propres recherches et à disparaître complètement de la vie publique. Avant de poursuivre l'histoire d'Eliza Davis et du scientifique qui tenta de l'expliquer, je voudrais vous poser une question. Si vous vous intéressez aux véritables mystères historiques qui remettent en cause tout ce que nous pensons savoir du passé, abonnez-vous à cette chaîne et dites-moi en commentaire de quel État ou de quelle ville vous nous écoutez. Je suis curieux de savoir où se situe notre communauté d'amateurs d'histoire. Maintenant, découvrons ce qui s'est réellement passé au printemps 1863. Les camps de contraband entourant Alexandrie, en Virginie, au début de l'année 1863, étaient des monuments de chaos et d'espoir entremêlés. À la suite de la proclamation d'émancipation du président Lincoln en janvier, des milliers d'anciens esclaves affluèrent vers les territoires contrôlés par l'Union, cherchant protection derrière les lignes fédérales. Les camps s'étendaient sur des champs boueux et des entrepôts abandonnés, les abris construits à partir de tout ce qui pouvait être récupéré. Toiles pourries, planches éclatées, plaques de métal rouillées. L'air était perpétuellement chargé de l'odeur de la fumée de bois, des corps mal lavés et de la senteur douceâtre et maladive des maladies qui planaient sur les tentes médicales comme un brouillard. Dans l'un de ces camps, désigné simplement sous le nom de camp de secours numéro 7, une situation particulière s'était développée ce printemps-là. Le camp abritait environ 240 âmes, principalement des femmes et des enfants, dont les hommes étaient de mort, avaient été vendus ou avaient rejoint les régiments de troupes noires en formation à travers le territoire de l'Union. Parmi eux se trouvait une fillette nommée Eliza Davis, arrivée 3 semaines plus tôt avec un groupe de réfugiés provenant d'une plantation de tabac près de Richmond, incendiée lors d'une retraite confédérée. Eliza était petite pour ses 9 ans, son corps mince comme celui des enfants qui avaient connu la faim de trop près. Sa peau était sombre comme du noyer poli, ses cheveux maintenus en tresses serrées sous un foulard de calicot délavé. Son visage aurait pu passer inaperçu dans n'importe quel autre contexte. De grands yeux attentifs, un petit nez, des lèvres qui souriaient rarement. Mais ces yeux contenaient quelque chose qui mettait les adultes mal à l'aise lorsqu'ils les soutenaient trop longtemps. C'étaient des yeux qui absorbaient tout, qui semblaient constamment calculés, mesurés, enregistrés. La première personne à remarquer les capacités inhabituelles d'Eliza fut le lieutenant James Carmichael, un jeune officier du Massachusetts affecté à l'administration du camp. Carmichael avait pour tâche de réaliser un recensement des habitants, notant noms, âges approximatifs, origines et compétences utiles. C'était un travail fastidieux, rendu plus difficile par le fait que beaucoup de réfugiés étaient analphabètes et traumatisés, leurs récits fragmentés et contradictoires. Lorsque Carmichael appela Eliza Davis, la fillette s'approcha de son bureau improvisé, les yeux baissés, comme on l'attendait. Sa tutrice désignée, une femme plus âgée nommée Ruth, qui avait voyagé avec elle depuis Richmond, se tenait à proximité, protectrice. « Non » demanda Carmichael, la plume suspendue. « Et là, monsieur. »« Nom de famille ?»« Davis, monsieur. » C'était le nom du maître. « Âge ? 9 ans, monsieur. Né au printemps 54. » Carmichael poursuivit ses questions habituelles, mais quelque chose l'incita à s'arrêter. Sur son bureau se trouvait un livre qu'il lisait ce matin-là. Gray's Anatomy, un traité médical qu'il étudiait pour mieux comprendre les maladies ravageant le camp. Le livre était ouvert sur une illustration détaillée du cœur humain, ses cavités et vaisseaux annotés en latin. Les yeux d'Eliza étaient fixés sur la page avec une avidité indéniable. « Sais-tu lire, petite ?» demanda Carmichael,
bien qu'il connût la réponse. Enseigner la lecture aux esclaves était illégal dans tout le Sud, passible de coups de fouet ou pire. Elisa ne répondit pas immédiatement. Ruth se tortilla nerveusement derrière elle. « Ce n'est pas grave, » dit Carmichael plus doucement. « Tu es libre maintenant. Il n'y a plus de punition pour apprendre ici. »« Non, monsieur, je ne sais pas lire, » murmura Elisa. « Mais je peux voir les images. »« Que vois-tu » Le doigt d'Elisa se dirigea vers la page, puis se retira comme si la toucher pouvait la brûler. « C'est le cœur, monsieur. L'aorte transporte le sang du ventricule gauche vers le corps. La veine cave le ramène. Le côté droit envoie le sang vers les poumons par l'artère pulmonaire. » La plume de Carmichael tomba sur le bureau. « Comment connais-tu ces termes » Elisa leva enfin les yeux vers lui, et il y vit quelque chose comme de la résignation, comme si elle savait que sa réponse ne lui attirerait que des ennuis. Le fils du maître étudiait pour devenir médecin, monsieur, avant la guerre. Il lisait ses livres à voix haute pour mieux les retenir. Je nettoyais sa chambre pendant qu'il étudiait. Et tu as mémorisé la terminologie médicale en l'entendant? Je me souviens de tout ce que j'entends, monsieur. Chaque mot. Carmichael passa l'heure suivante à tester cette affirmation, demandant à divers réfugiés de parler en présence d'Elisa, puis lui demandant de répéter leurs propos. Elle reproduisait les conversations mot pour mot, y compris les accents et la prononciation, même lorsqu'il parlait allemand ou français. Lorsqu'il lut à voix haute des passages de son traité médical, elle les récita parfaitement, incluant des descriptions anatomiques complexes qu'elle ne pouvait pas, en théorie, comprendre. Mais ce qui suivit troubla véritablement Carmichael. Il demanda à Elisa d'expliquer le sens des passages. Elle le fit, non pas de manière hésitante comme quelqu'un récitant des mots appris par cœur, mais avec une véritable compréhension. Elle décrivit le système circulatoire, la fonction des organes, le processus de respiration, utilisant correctement la terminologie médicale et expliquant des concepts qui auraient dû nécessiter des années d'éducation formelle. Lorsque Carmichael mentionna qu'un des médecins du camp était perplexe face aux symptômes d'un patient, Elisa posa 3 questions sur le cas, puis suggéra que l'homme souffrait probablement de pleurésie compliquée par la malnutrition et recommanda un protocole de traitement précis. Le diagnostic était exact. Le traitement fonctionna. En une semaine, le rapport du lieutenant Carmichael parvint à son officier supérieur, puis remonta la chaîne jusqu'au département de la guerre à Washington. Dans l'atmosphère politique fiévreuse de 1863, alors que l'issue de la guerre restait incertaine et que la question du sort de millions d'esclaves affranchis devenait de plus en plus pressante, Elisa Davis représentait quelque chose de potentiellement explosif, une preuve vivante que les théories raciales justifiant l'esclavage étaient scientifiquement fausses. L'ordre social du Sud reposait entièrement sur la croyance que les Noirs étaient intellectuellement inférieurs, incapables de raisonnement supérieur, destinés uniquement au travail manuel, sous la supervision des Blancs. Les scientifiques du Nord, même de nombreux abolitionnistes, acceptaient largement cette idée, bien qu'ils soutinssent qu'elle résultait d'un manque d'éducation plutôt que d'une déficience innée. Mais une fillette noire de 9 ans, capable d'égaler ou de dépasser la capacité intellectuelle d'hommes blancs instruits et possédant des aptitudes semblant dépasser la cognition humaine normale, c'était autre chose. C'était dangereux. Le docteur Samuel Callicotte reçut la demande du département de la guerre d'enquêter le 3 avril 1863. Callicotte, âgé de 47 ans, était un membre respecté de l'Académie des sciences naturelles de Philadelphie et l'un des principaux praticiens américains de la craniologie, l'étude des mesures du crâne destinées à déterminer les capacités intellectuelles et les caractéristiques raciales. Il avait publié abondamment sur le sujet, ses travaux étant fréquemment cités dans les défenses de l'esclavage. Ces mesures prétendèrent démontrer que les crânes des Noirs étaient plus petits, en particulier dans les régions frontales associées au raisonnement supérieur, et que leur structure cérébrale ressemblait davantage à celle des singes qu'à celle des humains blancs. La demande comportait des stipulations inhabituelles. Callicotte devait examiner la fillette dans le plus grand secret, partager ses conclusions uniquement avec des responsables militaires précis, et, surtout, empêcher toute divulgation publique de l'affaire. Le département de la guerre comprenait les implications. Si les abolitionnistes mettaient la main sur cette histoire, elle deviendrait une arme de propagande puissante. Si les sympathisants sudistes en entendirent parler, ils exigeraient la suppression de la fillette par tous les moyens nécessaires. Callicotte partit pour Alexandrie le 6 avril, emportant ses instruments, des compas pour mesurer les crânes, des balances pour estimer le poids du cerveau, des tableaux phrénologiques, des outils d'évaluation de l'intelligence et une vaste bibliothèque de textes de sciences raciales.
Il emmena également son assistant, un jeune étudiant en médecine nommé William Driscoll, ainsi qu'un sténographe chargé de consigner chaque détail de l'examen. Ils arrivèrent au camp de secours numéro 7 par un matin gris, lorsque la pluie printanière transformait les chemins du camp en rivières de boue. Le médecin du camp, le docteur Marcus Lindley, les accueillit avec un scepticisme à peine dissimulé. Lindley était un homme pragmatique, ayant vu trop de souffrances pour accorder beaucoup de patience aux théories scientifiques. « La fillette est remarquable », leur dit Lindley en les conduisant vers la tente où Elisa était maintenue sous observation discrète. « Je l'ai moi-même testée de manière approfondie. Ses capacités dépassent tout ce qui existe dans la littérature médicale. Tout a une explication rationnelle, docteur, répondit Calicotte. Je soupçonne qu'il s'agit d'un cas de mémoire très développé combiné à du mimétisme. Certains individus de race inférieure peuvent être entraînés à accomplir des tâches complexes sans véritable compréhension, comme un perroquet peut parler sans comprendre. La mâchoire de Lindley se crispa, mais il ne dit rien. La tente servant de logement à Elisa était petite, mais propre, avec un lit de camp, une chaise et une petite table. Elisa était assise sur le lit, les mains jointes sur ses genoux, portant une simple robe grise donnée par une société d'entraide féminine. Ruth, sa tutrice, était assise dans un coin, observant les hommes blancs avec la lassitude de quelqu'un qui savait parfaitement à quel point une telle attention pouvait être dangereuse. La première impression de Calicotte, soigneusement consignée dans son journal, fut celle d'une apparence sans particularité. Le sujet se présente comme une enfant noire typique d'environ 9 ans, écrivit-il. Petite taille, probablement due à la malnutrition commune à sa race et à sa condition passée. L'examen physique ne révèle aucune anomalie évidente. Le sujet est docile et silencieux, présentant la soumission attendue de son espèce. Puis, Elisa leva les yeux vers lui, et la plume de Calicotte s'arrêta. « Bonjour, docteur Calicotte, » dit doucement Elisa. « Le docteur Lindley a mentionné que vous aviez étudié à Édimbourg auprès de Robert Knox. Je l'ai entendu lire certains de vos articles. Vous pensez que la capacité crânienne des Noirs est en moyenne inférieure d'environ 5 pouces cubes à celle des Caucasiens, principalement dans la région frontale, que vous associez au raisonnement et au sens moral. » Calicotte la fixa, stupéfait. « Comment pourriez-vous savoir où j'ai étudié ? Le docteur Lindley l'a dit au lieutenant Carmichael hier après-midi, monsieur, à 14h47 précisément. Vous parliez de la controverse Knox et de son implication dans les meurtres de Burke et Hare. Le lieutenant vous a demandé si cela vous troublait compte tenu des contributions de Knox à l'anatomie. Vous avez répondu « La science doit être séparée du scandale ». C'était impossible. Le docteur Lindley confirma que la conversation avait eu lieu exactement comme décrite, à peu près à cette heure-là, mais qu'elle s'était déroulée dans son bureau, à plus de 200 mètres de cette tente. « Vous ne pouviez pas nous entendre, » dit Calicotte. « Le son porte dans des camps comme celui-ci, monsieur, » répondit Elisa. « Surtout quand le vent vient de l'Est, comme hier. J'entends beaucoup de conversations. » Au cours des 6 heures suivantes, Calicotte mena l'examen intellectuel le plus rigoureux de toute sa carrière. Il commença par de simples tests de mémoire, lisant des passages tirés de divers ouvrages et demandant à Elisa de les répéter. Elle reproduisit chaque mot sans faute, y compris des textes en latin, en grec, en français et en allemand, des langues qu'elle affirmait n'avoir jamais étudiées formellement. Il passa ensuite à des tests de compréhension. Il lut des arguments philosophiques complexes de Kant et de Hegel, des démonstrations mathématiques d'Euclide, des descriptions médicales issues des ouvrages les plus avancés de l'époque. Après chaque passage, il demanda à Elisa d'expliquer ce qu'elle avait entendu. Elle ne se contentait pas d'expliquer, elle analysait. Elle relevait des incohérences logiques dans les arguments philosophiques. Elle identifiait des erreurs mathématiques dans des démonstrations publiées. Elle remettait en question des postulats médicaux que Calicotte lui-même n'avait jamais osé interroger, demandant pourquoi les médecins supposaient que certains traitements fonctionnaient alors que leur mécanisme physiologique restait inexpliqué. « La saignée pour la fièvre », dit-elle lors d'un échange. Le docteur Rush la recommandait largement pendant l'épidémie de fièvre jaune à Philadelphie en 1793. Mais j'ai entendu les ouvrages médicaux du docteur Lindley. Ils disent que le sang transporte l'oxygène vers les tissus. Si quelqu'un a de la fièvre, son corps combat une infection. Pourquoi retirer le sang qui transporte les ressources nécessaires pour lutter contre la maladie ? Cela ne l'affaiblirait-il pas davantage ? Calicotte n'eut aucune réponse. La communauté médicale débattait encore de l'efficacité de la saignée,
Mais la question d'Elisa touchait à un problème logique fondamental que la plupart des médecins ignoraient. À mesure que l'examen se poursuivait, le détachement scientifique soigneusement entretenu de Calicotte commença à se fissurer. Il passa à l'arithmétique, aux calculs complexes, à l'algèbre, aux démonstrations géométriques. Elisa les résolvait instantanément, donnant souvent la réponse avant même qu'il n'ait fini d'écrire l'énoncé. Lorsqu'il lui soumit un problème délibérément insoluble, elle identifia l'impossibilité logique en quelques secondes et expliqua pourquoi. « Essayons la musique », suggéra le docteur Lindley. Il avait apporté un violon. « Peux-tu identifier ces notes, Elisa ?» Lindley joua une séquence complexe. Si bémol, ré, fa dièse, la, do, mi bémol, répondit Elisa immédiatement. C'est tiré du Requiem de Mozart. Confutatis maledictis, mesure 43 à 48. Mais vous avez joué le fa légèrement trop bas, d'environ un quart de ton. La main de Lindley trembla sur l'archet. Je n'ai jamais joué cette œuvre là où tu pouvais l'entendre. La fille du maître jouait du piano, monsieur. Elle répétait le Requiem de Mozart pour son mariage. C'était il y a 2 étés. Elle l'a joué 47 fois avant le mariage. Je m'en souviens toutes. Il y a 2 ans, la voix de Calicotte était tranchante. Tu peux te souvenir d'une séquence musicale entendue une seule fois il y a 2 ans? Je me souviens de tout, monsieur. De chaque son, chaque mot, chaque visage. Je ne peux pas oublier, même quand je le voudrais. Les implications de cette déclaration flottèrent dans l'attente comme de la fumée. Se souvenir de tout, chaque instant, chaque sensation, chaque information, sans l'atténuation miséricordieuse de l'oubli qui protège l'esprit humain d'un écrasement par le passé. Qu'est-ce que cela devait être? Quel fardeau cela représentait-il? Calicotte passa les 2 heures suivantes à tenter de trouver les limites des capacités d'Elisa. Il n'y en avait aucune. Sa mémoire était parfaite et permanente. Sa compréhension immédiate. Sa capacité d'analyse dépassait celle d'adultes instruits disposant de décennies de formation. Elle pouvait maintenir simultanément plusieurs idées complexes et établir des liens entre des domaines de connaissances disparates. Des connexions qui demandaient normalement des années aux spécialistes. En fin d'après-midi, l'assistant de Calicotte, William Driscoll, était visiblement bouleversé. « Monsieur, c'est au-delà de tout ce que rapporte la littérature. Ce n'est pas seulement de l'intelligence, c'est autre chose. » La réponse de Calicotte fut d'entamer l'examen physique. Si les capacités de la fillette ne pouvaient être expliquées par une infériorité intellectuelle, peut-être pouvaient-elles l'être par une anomalie physique. Il mesura le crâne d'Elisa avec des compas, consignant les dimensions sous tous les angles. Il examina sa tête à la recherche de bosses ou de dépressions inhabituelles selon les principes phrénologiques. Il testa ses réflexes, sa vision, son audition. Tout était normal. Les mesures de son crâne se situaient dans les normes habituelles pour son âge et son sexe. Aucune anomalie physique ne permettait d'expliquer ses capacités. Peut-être, suggéra Driscoll à voix basse, les théories sont fausses. Calicotte se retourna brusquement. Les théories reposent sur des centaines de mesures, des milliers d'observations, des décennies de recherches scientifiques. Elles ne peuvent pas simplement être fausses. Mais cette fillette est une anomalie, un cas isolé. Toutes les distributions ont des valeurs aberrantes. Elles n'invalident pas les principes fondamentaux. Pourtant, même en prononçant ces mots, Calicotte savait qu'il se mentait à lui-même. Il avait consacré sa carrière à bâtir un cadre scientifique destiné à prouver l'infériorité intellectuelle des Noirs. Ce cadre reposait sur l'hypothèse que cette infériorité était innée, biologique, immuable. Or, voici une enfant noire, sans aucune éducation formelle, élevée dans les conditions les plus brutales de l'esclavage, possédant des capacités cognitives supérieures à tout ce que Calicotte avait jamais observé chez un être humain, quelle que soit sa race. Si elle était possible, que d'autres étaient possibles? Combien d'autres personnes réduites en esclavage possédaient des talents cachés, étouffés par un système conçu pour empêcher leur développement? Combien de chercheurs, de scientifiques, d'artistes, de dirigeants potentiels avaient été écrasés sous le poids de l'esclavage? Et si les théories sur l'infériorité intellectuelle des Noirs étaient fausses, que disait cela de la légitimité scientifique de l'esclavage lui-même? Ces pensées terrifiaient Calicotte plus que n'importe quelle histoire de fantôme, car elles menaçaient d'anéantir l'édifice intellectuel de toute sa carrière. À la tombée de la nuit, le docteur Lindley fournit à Calicotte et à Driscoll un logement dans la section médicale du camp. Calicotte ne dormit pas. Il resta assis à un petit bureau, relisant ses notes à la lueur d'une bougie,
cherchant désespérément une explication qui préserverait son cadre théorique. Vers minuit, il entendit quelque chose d'inhabituel. Une voix jeune, féminine, parlant latin avec une prononciation parfaite. Il suivit le son jusqu'à la tente médicale. À l'intérieur, Elisa se tenait près d'un lit où un soldat délirait sous l'effet d'une infection grave. Le docteur Lindley était également présent, accompagné de 2 infirmiers épuisés. Le soldat avait été blessé 3 jours plus tôt. Sa plaie à la jambe suppurait malgré les soins. On s'attendait à ce qu'il meure avant le matin. L'écoulement est purulent et malodorant, disait Elisa, désormais en anglais, d'une voix cliniquement détachée. Cela indique une infection anaérobie. Les textes la décrivent. Clostridium perfringens, même s'ils ne connaissent pas encore ce nom. Cela produit du gaz dans les tissus. On peut sentir le crépitement ici. Elle désigna la jambe du soldat. Le tissu est en train de mourir. Gangrène. Nous savons que c'est la gangrène, dit Lindley, las. Nous préparons l'amputation pour demain matin. Il sera trop tard. L'infection se propage dans son sang. Regardez les lignes rouges. Elle montra de fines stries remontant la cuisse du soldat. C'est une lymphangite. L'infection progresse vers le torse. D'ici le matin, elle sera systémique. L'amputation ne le sauvera pas. Alors il va mourir, dit Lindley d'un ton plat. Peut-être pas. Elisa se dirigea vers une armoire de fournitures médicales. Je vous ai entendu lire un article de Joseph Lister il y a 2 semaines sur l'acide phénique. Il le propose comme antiseptique. Vous en avez ici, n'est-ce pas? Lindley la fixa. Les travaux de Lister sont controversés. La plupart des chirurgiens les rejettent. Oui, j'en ai une petite quantité, mais je ne l'ai jamais utilisé. Utilisez-le maintenant. Nettoyez la plaie avec une solution diluée d'acide phénique. Retirez tout le tissu mort. Il faut débrider agressivement, même si cela signifie inciser profondément. Puis bourrez la plaie de pansements imbibés d'acide. Cela pourrait tuer l'infection avant qu'elle n'atteigne son cœur. C'est de la folie, murmura l'un des infirmiers. L'acide va lui infliger une douleur atroce. Il est déjà en train de mourir, répondit Elisa simplement. Cela lui donne une chance. Le docteur Lindley regarda Calicotte, resté à l'entrée de la tente. Qu'en pensez-vous, docteur? Calicotte voulut dire non. Il voulut rejeter la suggestion de la fillette comme dangereuse, comme la présomption d'une enfant ignorante, jouant avec des concepts qu'elle ne pouvait comprendre. Mais il l'avait observée toute la journée. Il l'avait testée sans relâche. Et il savait, avec une certitude qui le rendait physiquement malade, qu'elle comprenait la situation médicale mieux que quiconque dans cette tente. « Essayez », s'entendit-il dire. Les 2 heures suivantes furent brutales. Ils nettoyèrent la plaie du soldat avec une solution phéniquée tandis qu'il hurlait, serrant une lanière de cuir entre les dents. Ils retirèrent le tissu mort, allant plus profondément que ne le recommandait la sagesse conventionnelle, suivant les instructions d'Elisa. Ils bourrèrent la plaie de bandages imbibés d'acide et attendirent. À l'aube, la fièvre du soldat était tombée. Les lignes rouges avaient cessé de progresser. Il était faible, délirant de douleur, mais vivant. Au cours de la semaine suivante, la plaie commença à guérir. Il perdit une partie du tissu musculaire de sa jambe, mais conserva le membre. Il survécut. Elisa lui avait sauvé la vie grâce à un savoir que l'establishment médical n'accepterait largement que 10 ans plus tard. Ce matin-là, Calicotte rédigea un rapport préliminaire au département de la guerre. Sa main tremblait tandis qu'il écrivait « Le sujet démontre des capacités cognitives dépassant l'entendement scientifique actuel. La mémoire semble édétique et exhaustive. La compréhension et le raisonnement analytique opèrent à un niveau incompatible avec l'âge, l'éducation et la catégorie raciale du sujet. L'examen physique ne révèle aucune anomalie susceptible d'expliquer ses capacités. Des études supplémentaires sont nécessaires pour déterminer... » Il s'arrêta. Déterminer quoi? Si toute sa carrière scientifique reposait sur des prémices fausses, si les théories raciales justifiant l'esclavage n'étaient que des mensonges élaborés que des hommes brillants s'étaient convaincus de croire. « Monsieur », dit Driscoll depuis l'embrasure de la porte, « le département de la guerre a envoyé de nouvelles instructions. Les ordres étaient brefs et glaçants. Continuer l'examen, déterminer l'étendue des capacités du sujet, identifier les limites, évaluer les applications potentielles, maintenir un secret absolu, ne permettre aucune interaction du sujet avec des personnes non spécifiquement autorisées. En aucun cas, l'existence du sujet ne devait devenir publique. Ces ordres portaient une implication sombre que Calicotte comprit immédiatement. Le département de la guerre ne s'intéressait pas à la vérité scientifique.
Il s'intéressait au contrôle. Elisa Davis était une arme ou une menace, ou les deux. Mais on ne pouvait pas simplement la laisser exister comme un être humain libre doté de dons extraordinaires. Au cours des semaines suivantes, l'examen d'Elisa par Calicotte s'intensifia. Il fit venir d'autres chercheurs, tous astreints au secret absolu. Ils la testèrent en mathématiques, astronomie, linguistique, biologie, chimie, histoire, philosophie, musique et art. Dans chaque domaine, elle démontra des capacités bien au-delà de ses prétendues limites. Elle pouvait calculer des positions astronomiques sans instrument. Elle pouvait parler des langues qu'elle n'avait entendues qu'une seule fois. Elle pouvait identifier des composés chimiques à l'odeur. Elle pouvait mémoriser des livres entiers après une seule lecture et les réciter des années plus tard, sans la moindre erreur. Elle pouvait résoudre en quelques minutes des problèmes qui avaient pris des années aux mathématiciens. Mais ces tests avaient un prix. Elisa devint plus maigre, plus silencieuse. La lumière dans ses yeux s'éteignait peu à peu. Elle ne se plaignait jamais, ne protestait jamais. Mais Ruth, sa tutrice, rapporta qu'Elisa dormait à peine. Et lorsqu'elle dormait, elle faisait des cauchemars. « Elle se souvient de tout, monsieur », dit Ruth au docteur Lindley lors d'une conversation que Calicotte surprit. Chaque coup de fouet qu'elle a vu, chaque enfant arraché à sa mère, chaque cri, chaque larme, chaque horreur. Elle ne peut rien oublier. Tout est là, dans sa tête, pour toujours, aussi vif que le jour où c'est arrivé. Comment un enfant peut-il vivre avec ça? La question hantait Calicotte. Il avait étudié Elisa comme un spécimen scientifique, une énigme à résoudre. Mais elle était une enfant qui avait connu toute la brutalité de l'esclavage et qui portait la terrible malédiction de s'en souvenir parfaitement, incapable de laisser le traumatisme s'estomper dans l'oubli miséricordieux. Au début du mois de mai, quelque chose changea. Calicotte arriva au camp et trouva une agitation inhabituelle. Des soldats en formation, des officiers en discussion feutrée. Le docteur Lindley l'accueillit avec une expression sombre. « Raid confédéré la nuit dernière », expliqua Lindley, à une trentaine de kilomètres au sud d'ici. Ils ont attaqué un autre camp de contrebande. Ils l'ont entièrement brûlé. Tous ont été tués ou capturés. « Pourquoi attaquer un camp de contrebande ?» demanda Driscoll. « Parce que la rumeur se répand », répondit Lindley à voix basse. « À propos d'Elisa, nous avons gardé le secret, mais l'information fuit. Il y a des rumeurs sur une fillette noire aux capacités impossibles. Les sympathisants du Sud veulent l'éliminer avant que les abolitionnistes n'en fassent une arme de propagande. Les services confédérés veulent la capturer pour prouver que ces rumeurs sont des mensonges abolitionnistes. Tout le monde veut la contrôler ou la détruire. Cette nuit-là, Calicotte prit une décision qui définirait le reste de sa vie. Il se rendit à la tante d'Elisa et lui parla directement, sans témoin, sans instrument scientifique, sans le détachement soigneusement entretenu jusque-là. La tente était faiblement éclairée par une seule bougie, projetant de longues ombres sur les parois de toile. Elisa était assise sur son lit de camp, un livre usé sur les genoux, l'un des manuels de l'école du camp. Ruth somnolait dans un coin, épuisée par une nouvelle journée passée à soigner les enfants malades dans la tente médicale. Quand Calicotte entra, Elisa leva les yeux sans paraître surprise, comme si elle l'attendait. « Elisa, » dit-il d'une voix plus basse que d'habitude, « j'ai besoin de te poser une question honnêtement. Comprends-tu ce que tu es? Ce que signifient tes capacités ?» Elle le regarda avec ses yeux trop vieux pour une enfant. Des yeux qui avaient vu des choses qu'aucun enfant ne devrait se rappeler et qu'elle ne pouvait pas oublier. « Je comprends que je suis dangereuse, monsieur. C'est pour ça que tout le monde a peur. Tu n'es pas dangereuse. Tu es extraordinaire. C'est la même chose, monsieur, pour quelqu'un comme moi. » Elle referma soigneusement son livre, ses petits doigts glissant le long de la reliure. Quand on est noir et extraordinaire, on devient un problème. Soit on prouve quelque chose que les gens ne veulent pas croire, soit on devient quelque chose qu'ils veulent posséder et contrôler. Je l'ai appris à la plantation. Elle raconta l'histoire du chien de chasse du fils du maître, un pointé exceptionnellement intelligent. Un planteur avait offert une fortune pour l'acheter. Le fils avait refusé. La semaine suivante, le chien avait disparu. On l'avait retrouvé abattu dans les bois. Son père a dit que c'était une miséricorde. Quelque chose d'aussi précieux et intelligent finirait par être volé ou causer des ennuis. Mieux valait y mettre fin rapidement. Calicotte sentit un froid lui nouer l'estomac. « Tu penses que quelqu'un va te tuer? Je pense que quelqu'un va essayer de m'utiliser jusqu'à ce que je me brise, ou me tuer pour empêcher les autres de m'utiliser. Dans les deux cas, je n'ai pas le droit d'être simplement Elisa.
Elle marqua une pause, puis ajouta doucement. Le docteur Lindley m'a parlé des raids, des camps brûlés. Il n'a pas dit que c'était à cause de moi, mais je sais. J'entends les choses. Les gens murmurent à propos de la fillette noire qui en sait trop. Certains pensent que je suis béni par Dieu, d'autres que je suis contre nature. Les confédérés pensent que je suis une invention abolitionniste. L'Union pense que je suis un problème politique. Personne ne pense que je suis juste une enfant qui veut vivre. « Qu'est-ce que tu veux, Elisa ?» demanda Calicotte. « Si tu pouvais avoir n'importe quoi, ce serait quoi ?» Pour la première fois depuis qu'il la connaissait, le masque d'Elisa se fissura. Des larmes remplirent ses yeux sans couler, comme si même pleurer était quelque chose qu'elle avait appris à réprimer. « Je veux oublier, monsieur. Juste un jour. Je veux oublier tout ce que j'ai vu, entendu, ressenti. Je veux être une enfant normale qui ne se souvient pas du visage de sa mère quand le maître l'a vendue, qui ne se souvient pas exactement de ce qu'elle a dit. Sois sage, ma petite, sois sage, et peut-être qu'on se reverra au ciel. » Sa voix monta légèrement, puis elle se reprit en jetant un regard inquiet vers Ruth. « Je ne veux pas me souvenir des chaînes, ni de la façon dont elle essayait de ne pas pleurer, parce que pleurer mettait le maître en colère. Je ne veux pas me souvenir de la nuit où le contremaître est venu chercher Jenny, qui n'avait que 14 ans. J'ai tout entendu à travers les murs, ses pleurs, son rire à lui, et je ne pourrai jamais l'oublier, même si je le veux, même si je prie chaque nuit pour oublier ne serait-ce que ça. » Elle chuchota presque. « Je me souviens de chaque fouet, de chaque enfant vendu, de chaque femme qui disparaissait la nuit dans la maison du maître et en ressortait changée. Je me souviens des mots exacts du commissaire-priseur quand ils ont vendu mon petit frère. Bonne souche, dos solide, excellent potentiel pour les champs. Il avait 6 ans. Je me souviens de l'homme qui l'a acheté 10 ans. Il tiendra 15 ans si je le fais travailler correctement. Puis je le ferai reproduire, et je récupérerai mon investissement. Je me souviens du visage de mon frère. Il ne pleurait pas. Il avait trop peur pour pleurer. » Elle leva les yeux vers Calicotte. « Je me souviens de tout, docteur Calicotte, chaque instant d'horreur. Et je ne peux rien oublier. Voilà ce qu'est vraiment mon don. Une mémoire parfaite de tous les cauchemars que j'ai vécus. » Quelque chose se brisa en Calicotte. Toute sa vie, il avait poursuivi la vérité scientifique avec un détachement clinique. Mesuré des crânes, noté des données, bâti des théories sur les hiérarchies raciales, tout en restant à distance du coût humain. Mais assis face à cet enfant, l'entendant décrire le poids insupportable de la mémoire, il comprit ce qu'aucune étude ne lui avait jamais appris, le prix humain du système qu'il avait passé des années à justifier. « Je ne peux pas t'offrir l'oubli, » dit-il enfin. « Personne ne le peut. Je sais, monsieur. Mais je peux faire autre chose. Je peux m'assurer que tu ne sois plus traité comme un spécimen, que tu puisses être une enfant autant que possible, que tes capacités t'appartiennent, pas qu'elles soient exploitées par d'autres. Vous pouvez vraiment faire ça ?» demanda-t-elle, d'une voix brisée, pleine non pas d'espoir, mais d'un désir désespéré de croire. Calicotte n'en était pas certain. Mais en regardant cette enfant brillante et brisée, il sut qu'il devait essayer. « Oui, je trouverai un moyen. Et votre recherche, monsieur? Vos théories? Qu'elles aillent au diable. Ma réputation est bâtie sur des mensonges que nous nous sommes racontés pour justifier l'esclavage. Peut-être que je mérite de la perdre. » Elisa le fixa longuement. « Vous pourriez publier la vérité sur moi et devenir célèbre. Vous prouveriez que les Noirs peuvent être aussi intelligents que les Blancs. Peut-être plus. Vous aideriez la cause abolitionniste. Et vous me détruiriez. » Il hocha la tête. « Le jour où je publie, tu deviens la Noire la plus célèbre d'Amérique. Chaque scientifique voudra t'étudier. Chaque politicien voudra t'utiliser. Les sympathisants du Sud voudront ta mort. Les abolitionnistes feront de toi un symbole. Tu n'auras jamais la paix. Est-ce ce que tu veux ?» Elle baissa les yeux. « Non, monsieur. Je veux apprendre sans être testé. Aider sans être exhibé. Être Elisa, sans devoir représenter tous les Noirs du monde. » Après un silence, elle ajouta. « Mais qu'en est-il de ceux qui sont encore en esclavage ?» La question hanterait Calicotte pour le reste de sa vie. « La guerre le prouvera, » répondit-il, sans en être sûr. « Par 1000 exemples plus petits, mais durables. Tu n'as pas à porter ce fardeau seul. »« Mais je pourrais aider. »« Il te briserait, » l'interrompit-il durement. « Et il dirait ensuite que ton effondrement prouve leur théorie. » Il lui parla du garçon prodige de Boston, brisé par les examens constants. Et lui était blanc, protégé. Toi, il t'utiliserait jusqu'à ce que tu casses. Les mains d'Elisa tremblaient. Alors soit je me cache, soit je me laisse détruire. Je t'offre une 3e option. Je vais mentir dans mon rapport. Dire que tu es intéressante mais ordinaire.
qu'un approfondissement n'est pas nécessaire. Et je vais t'envoyer, avec Ruth, dans une école Quaker au nord, où tu pourras apprendre en paix. » Il se pencha vers elle. « Elisa, je ne peux pas t'offrir l'oubli. Je ne peux pas annuler ce que tu as vécu, ni effacer tes souvenirs, mais je peux essayer de faire en sorte qu'à partir de maintenant, tu aies une chance de vivre une vie qui mérite d'être rappelée pour de bonnes raisons. » Pour la première fois depuis qu'il l'avait rencontrée, Elisa sourit. C'était un sourire timide, presque imperceptible à la lueur de la bougie, mais il était réel. « Merci, docteur Calicotte. Ne me remercie pas encore. Il faut encore que cela fonctionne. » Au cours des 3 jours suivants, Calicotte se lança dans la tromperie avec la même intensité que celle qu'il avait autrefois consacrée à ses recherches. Il rédigea son rapport au département de la guerre avec un soin méticuleux, formulant chaque phrase de manière à suggérer la déception plutôt que la découverte. « Le sujet démontre une capacité de mémorisation très développée, » écrivit-il, compatible avec certains cas documentés de syndrome du savant. Toutefois, un examen approfondi révèle des limitations significatives dans la compréhension réelle et le raisonnement abstrait. Le sujet est capable de reproduire avec une fidélité impressionnante les informations entendues, mais ne montre que peu de signes de compréhension authentique ou de pensée originale. Les capacités apparentes de résolution de problèmes semblent résulter d'une reconnaissance de schémas et d'un mimétisme plutôt que d'un véritable raisonnement. Tout était faux, et Calicotte le savait. Mais il écrivait avec autorité scientifique et précision clinique, utilisant juste assez de langage technique pour décourager toute enquête supplémentaire, tout en évitant des affirmations qui pourraient être facilement réfutées si quelqu'un décidait de tester Elisa à nouveau. Il conclut, bien que le sujet constitue une étude de cas intéressante sur les fonctions mnésiques, une poursuite de l'examen approfondi n'est pas justifiée. Le sujet ne présente aucune capacité susceptible de remettre en cause la compréhension actuelle des capacités intellectuelles raciales. Il est recommandé de lever l'observation spéciale et de permettre au sujet d'intégrer les programmes éducatifs ordinaires mis en place pour les enfants affranchis. Une éducation de base pourrait lui être bénéfique, mais elle ne constitue pas un cas nécessitant une étude scientifique supplémentaire. Lorsque le docteur Lindley lut le brouillon, il regarda Calicotte avec un mélange de respect et d'inquiétude. « C'est complètement faux. Oui, je sacrifie la plus grande découverte scientifique de ma carrière pour offrir une chance de vivre à une enfant. Le département de la guerre pourrait remettre en question vos conclusions. Ils vous ont envoyé ici précisément à cause des rapports sur ses capacités. Alors, je leur dirai que les rapports étaient exagérés, que le lieutenant Carmichael s'est montré trop enthousiaste, que les témoins n'étaient pas fiables, que la fillette est vive, mais pas extraordinaire. » Calicotte soutint le regard de Lindley. « Me soutiendrez-vous » Lindley resta silencieux un moment, puis hocha la tête. « J'ai vu assez de souffrance dans cette guerre. Si nous pouvons empêcher qu'une enfant soit déchiquetée par ceux qui veulent l'exploiter, alors cela en vaut la peine. Je soutiendrai vos conclusions, même si elles sont fausses. Parfois, la miséricorde est plus importante que la vérité. » Puis il ajouta, « Mais, Calicotte, vous comprenez ce que cela signifie pour vous. Si vous publiez ce rapport, vous ne pourrez jamais écrire sur ce que vous avez réellement découvert. Vous ne pourrez jamais revendiquer la découverte de l'esprit le plus remarquable que vous ayez jamais rencontré. Votre carrière dans la science raciale est terminée, car vous saurez que tout ce que vous avez bâti repose sur une erreur. Je le sais. Êtes-vous prêt à cela » Calicotte réfléchit. Toute son identité professionnelle reposait sur la science raciale. Les mesures, les théories, les publications. Il avait été respecté, cité, invité dans des institutions prestigieuses. Tout cela deviendrait vide de sens maintenant qu'il connaissait la vérité. Il pourrait continuer, mais ce serait un mensonge. Chaque crâne mesuré, chaque conclusion tirée serait entachée par le fait qu'une fillette noire de 9 ans avait réfuté toute l'œuvre de sa vie. « Je n'ai pas le choix, » dit-il enfin. « Je ne peux pas ignorer ce que j'ai appris. Je ne peux pas prétendre qu'Elisa n'existe pas. La seule question est ce que je fais de ce savoir, et je choisis de la protéger, même si cela détruit ma carrière. » Le 22 mai 1863, Calicotte soumit son rapport au département de la guerre. 2 jours plus tard, il reçut l'approbation de ses recommandations. La réponse était brève, bureaucratique, presque soulagée de clore l'affaire. Un prodige noir était une complication politique dont on n'avait pas besoin en pleine guerre. Mais tout le monde n'était pas satisfait. Son assistant, William Driscoll, avait été témoin des examens. Lorsqu'il lut le rapport, il confronta Calicotte en privé. « Monsieur, ce rapport est frauduleux.
Vous savez ce que nous avons vu. Ce rapport contient mes conclusions professionnelles. Vos conclusions professionnellement malhonnêtes. Elle a résolu des problèmes que des mathématiciens n'arrivent pas à résoudre. Je dis seulement qu'elle ne justifie pas d'études supplémentaires. Il y a une différence. C'est votre carrière, docteur. Et si cela se sait, ma réputation sera ruinée, et je l'aurai méritée. Callicott le regarda droit dans les yeux. William, je te demande de me faire confiance. La vie de cet enfant vaut plus que ma carrière. Si nous disons la vérité, elle sera détruite. Après un long silence, Driscoll acquiesça. Je soutiendrai votre rapport. Mais je veux savoir ce qu'elle devient. Elle part au nord, en sécurité. Et nous n'en reparlerons jamais. Callicott organisa le départ d'Elisa avec le même soin qu'il avait autrefois consacré à ses expériences. Il contacta une communauté Quaker de Pennsylvanie, finança son éducation et le soutien de Ruth, écrivit des lettres à des abolitionnistes dignes de confiance. Il offrit à Elisa un dernier cadeau, une nouvelle identité. Elle voyagerait sous le nom de Sarah Mitchell, orpheline de Noirs libres du Maryland. Les papiers étaient faux, mais impeccables. En temps de guerre, un enfant affranchi de plus ne susciterait aucune question. La dernière fois que Callicott vit Elisa, ce fut le matin du 24 mai 1863, lorsqu'elle monta avec Ruth dans un chariot en direction de la gare. Elle portait une robe grise neuve et tenait un petit sac contenant ses rares affaires. Avant de monter, elle se tourna vers lui. « Docteur Callicott, merci d'avoir menti. Comment le sais-tu? J'ai lu le rapport quand vous l'avez laissé sur le bureau. Je me souviens de chaque mot. Pourquoi avez-vous menti ?» Il chercha ses mots. « Parce que la vérité scientifique n'est pas toujours synonyme de bien humain. Parce que tu mérites une vie, pas un laboratoire. » Elle acquiesça lentement. « Écrirez-vous un jour ce qui s'est vraiment passé? » « Oui, quand ce sera sûr. » Le chariot s'éloigna. Callicott resta longtemps immobile, conscient qu'il avait trahi ses principes scientifiques, falsifié ses recherches. Et pourtant, jamais il ne s'était senti aussi certain d'avoir fait le bon choix. Il quitta la science, se retira de la vie publique et suivit la trajectoire d'Elisa par des lettres codées, jusqu'à ce qu'en mars 1865, elle cesse, soudain. Le 22 mars, il reçut une note anonyme. L'oiseau s'est envolé du nid, et son sang se glaça. Les Quakers utilisaient ce genre de langage codé pour protéger leur correspondance concernant les esclaves fugitifs et les affranchis menacés. L'oiseau s'est envolé signifiait qu'Elisa avait disparu. Callicott partit pour la Pennsylvanie dès le lendemain matin, voyageant en train à travers un paysage encore marqué par la guerre. La Confédération s'effondrait. Lee se rendrait à Grant dans seulement 3 semaines, mais le chaos régnait dans les États frontaliers. Déserteurs, réfugiés, unités militaires dissoutes et opportunistes criminels circulaient librement dans des régions où l'autorité civile s'était effondrée. L'école Quaker se trouvait à la périphérie d'une petite ville appelée Redstone, à environ 60 km à l'ouest de Philadelphie. C'était un modeste bâtiment de 2 étages, autrefois une ferme, désormais transformé pour héberger et instruire une trentaine d'enfants affranchis. Lorsque Callicott arriva, il trouva la communauté dans un état de panique contenue. Hannah Pembroke, la directrice de l'école, était une femme sévère d'une 50aine d'années, aux cheveux gris acier et au regard qui avait vu trop de souffrance pour être facilement choqué. Pourtant, lorsqu'elle parla à Callicott en privé dans son bureau, ses mains tremblaient légèrement. Sarah, nous la connaissions sous le nom de Sarah Mitchell, a disparu le soir du 17 mars, dit-elle. Ruth a signalé sa disparition lorsqu'elle n'est pas revenue pour les prières du soir. Sarah était à la bibliothèque, comme d'habitude. Ruth l'y a laissée vers 18 heures. Quand elle est revenue à 19 heures, Sarah avait disparu. La porte de la bibliothèque était ouverte. Son livre était par terre, les pages cornées. Il y avait des signes de dérangement, une chaise renversée, des papiers éparpillés, mais pas de sang, aucune violence évidente. « Quelqu'un a-t-il vu quelque chose ?» demanda Callicott, la voix tendue. Plusieurs enfants ont signalé avoir vu une voiture sur la route près de l'école cet après-midi-là. Une voiture noire vernie, tirée par 2 chevaux. Le cocher portait un long manteau et gardait le visage couvert. Une enfant dit avoir vu 2 hommes en vêtements sombres marcher près de notre limite de propriété vers 17 heures. Mais nous avons souvent des visiteurs, et les enfants n'y ont pas prêté attention. Avez-vous contacté les autorités locales? L'expression d'Anna se durcit. Oui, le constable est venu, a posé quelques questions, noté des choses dans son carnet. Puis il nous a dit que les enfants noirs affranchis s'enfuient tout le temps, qu'elle avait probablement cherché de la famille ou été attirée par une promesse de travail.
Il a dit qu'il n'y avait rien à enquêter. Quand j'ai insisté sur les signes de lutte, il m'a demandé si quelque chose de valeur avait été volé. Quand j'ai répondu non, il a dit que c'était la preuve qu'elle était partie volontairement. Il n'est pas revenu depuis. Et Ruth? Que dit-elle? Ruth est convaincue que Sarah a été enlevée. Elle dit qu'elle ne serait jamais partie sans la prévenir. Elles étaient inséparables. Plus encore, Ruth affirme que Sarah était inquiète depuis une semaine. Elle disait se sentir observée, qu'elle avait vu le même homme en ville à 3 reprises, toujours à distance, toujours en train de fixer l'école. A-t-elle décrit cet homme? Grand, mince, portant des lunettes, cheveux foncés. Ruth dit que Sarah a dit qu'il ressemblait à un instituteur ou à un employé, quelqu'un d'instruit. Anna marqua une pause. Ruth a aussi dit que Sarah faisait des cauchemars à l'idée d'être de nouveau examinée. Des hommes avec des instruments mesurant sa tête, lui posant des questions. Sarah a fait promettre à Ruth que si quelque chose arrivait, elle brûlerait une lettre que Sarah avait écrite et cachée sous son matelas. Le cœur de Calicote se serra. Ruth l'a-t-elle brûlée? Non. Elle pensait que je devais la voir d'abord. Elle croyait que cela pourrait aider à retrouver Sarah. Anna ouvrit un tiroir et en sortit une feuille pliée. Je pense que vous devriez lire ceci, docteur Calicote. Sarah vous y mentionne nommément. La lettre était écrite de la main précise et maîtrisée d'Elisa. Non pas l'écriture d'une enfant, mais celle de quelqu'un doté d'un contrôle parfait. À quiconque trouvera cette lettre, mon nom n'est pas Sarah Mitchell. C'est un nom qui m'a été donné pour ma sécurité. Mon vrai nom est Elisa Davis. J'écris ceci parce que j'ai peur. Depuis une semaine, je suis suivi. Je me souviens parfaitement du visage de cet homme. Je me souviens de tout. Je l'ai vu observer notre école le 10 mars à 14h47, le 12 mars à 9h23 et le 15 mars à 16h16. Chaque fois, il se tient à environ 200 mètres, près de l'orme au bord de la route, et observe avec une longue vue. Il écrit dans un carnet après avoir regardé. Je crois que quelqu'un a découvert mes capacités et prévoit de me prendre. Si je disparais, veuillez prévenir le docteur Samuel Calicote de Philadelphie. Il saura qui je suis et ce que je peux faire. Il a essayé de me protéger en mentant dans son rapport et en me donnant un nouveau nom. Mais je pense que quelqu'un a découvert la vérité malgré tout. Je ne sais pas s'ils veulent m'étudier, me faire taire ou m'utiliser pour quelque chose que je ne peux pas imaginer. Je sais seulement que j'ai peur, comme je ne l'ai pas été depuis l'esclavage. Le docteur Calicote m'a dit que je n'avais pas à porter le fardeau de prouver l'intelligence des Noirs, que je pouvais simplement être Elisa. Mais peut-être que cela n'a jamais été possible. Peut-être que des capacités extraordinaires font toujours de vous une cible. Si quelque chose m'arrive, je veux que quelqu'un sache que j'ai existé. Je pouvais me souvenir de tout ce que j'entendais ou voyais. Je pouvais résoudre des problèmes que des adultes ne pouvaient pas résoudre. Je comprenais des choses que l'on ne m'avait jamais enseignées. Je n'étais pas ce que les scientifiques disaient que sont les Noirs. J'étais la preuve que leurs théories sont fausses. Et que je vive ou que je meure, cette vérité existe. Quelqu'un devrait la connaître. Écrit le 16 mars 1865 à 23h34. Si vous lisez ceci, c'est que j'avais raison d'avoir peur. Elisa Davis, appelée Sarah Mitchell, âgée de 11 ans et 1 mois. Calicote lut la lettre 3 fois. Chaque lecture était plus douloureuse que la précédente. La voix d'Elisa transparaissait avec une clarté saisissante, analytique même dans la peur, documentant la menace avec la précision qui la caractérisait, laissant des preuves, parce que sa mémoire parfaite lui avait appris l'importance des archives. Elle avait eu peur, et elle avait eu raison. Calicote avait échoué à la protéger. « Quand cette lettre a-t-elle été écrite ?» demanda-t-il, bien que la date fût indiquée. La nuit précédant sa disparition. Ruth l'a trouvée le lendemain soir. Donc, elle savait. Elle savait qu'elle était en danger et elle est restée. Où aurait-elle pu aller? Dit Anna doucement. Elle avait 11 ans. Une enfant noire affranchie, sans papiers légaux autres que des documents falsifiés, sans famille, sans ressources. Elle ne pouvait pas fuir. Elle ne pouvait qu'attendre et espérer se tromper. Calicote se leva brusquement, froissant légèrement la lettre. « Je dois parler à Ruth, et je dois voir l'endroit où Elisa a été prise. » Ruth était une femme brisée. Calicote la trouva dans la petite chambre qu'elle partageait avec Elisa, assise sur le lit étroit, tenant l'un des rares objets de la fillette, un ruban bleu qu'Elisa portait dans ses cheveux. Quand Calicote entra, Ruth leva les yeux, cernés de rouge. « C'est vous, » dit-elle simplement, « le médecin du camp, celui qui l'a aidée. Elle est partie, mon bébé est parti. Je n'ai pas pu la protéger. »
Sa voix se brisa. Je m'étais juré, quand on a quitté cette plantation, que plus rien ne lui arriverait. Mais j'ai échoué. Elle est partie, et je ne sais pas où. Et moi, je ne me souviens pas de tout comme elle. Je ne me souviens pas exactement du visage de cet homme. Je ne peux pas aider à la retrouver parce que je ne suis pas spécial comme elle l'était. Calicotte s'assit à côté d'elle. Dites-moi tout ce dont vous vous souvenez, même les détails les plus infimes. Pendant plus d'une heure, Ruth décrivit les jours précédant la disparition d'Elisa. L'homme qui observait, grand, mince, lunettes, manteau sombre. La façon dont Elisa était devenue plus silencieuse, les cauchemars. Elle disait que le pire, quand on se souvient de tout, c'est que les cauchemars ne s'estompent jamais. Les autres oublient leurs mauvais rêves. Elisa, elle, se souvenait de chaque instant. Chaque nuit ajoutait un nouveau souvenir de terreur. A-t-elle dit quelque chose d'inhabituel juste avant de disparaître? Ruth réfléchit longuement. Le 16 mars, elle s'est arrêtée net en ville en regardant un homme. Elle a dit « Ce manteau, je me souviens de ce tissu ». Elle avait entendu le docteur Driscoll en parler en Virginie. Son frère était tailleur, fabriquait des manteaux avec cette laine importée précise, bleu marine avec un fil gris discret. Elle ne l'avait entendu décrire que 30 secondes, mais elle s'en souvenait parfaitement. Elle s'est demandé pourquoi quelqu'un portant ce tissu précis serait ici. Le sang de Calicotte se glaça. Driscoll. William Driscoll, mon assistant. Il se leva, faisant les 100 pas. Il a tout vu. Il connaissait la vérité. Il croyait que la valeur scientifique l'emportait sur la sécurité d'une enfant. J'ai cru l'avoir convaincu. Il quitta Ruth et alla examiner la bibliothèque. C'était une petite pièce bordée d'étagères contenant environ 200 livres. Une fenêtre donnait sur la route. La chaise renversée avait été redressée, mais les marques de frottement restaient visibles sur le sol. Des pages d'un manuel de mathématiques annoté de la main d'Elisa étaient éparpillées. Anna se tenait dans l'embrasure. Le constable dit que cela ne prouve rien. « Il a tort », répondit Calicotte. Il montra les marques. La chaise a été renversée brusquement. Les papiers ont été projetés, pas simplement laissés tomber. Et sur l'appui de la fenêtre, regardez. Des traces indiquent qu'on a forcé l'ouverture depuis l'extérieur. Il se redressa. Ils sont entrés par la fenêtre pour la surprendre pendant qu'elle lisait. Elle n'a entendu que trop tard. Elle a essayé de se lever, a renversé la chaise, mais ils l'ont maîtrisée. Elle était petite. Ils l'ont probablement bâillonnée. Tout a duré moins d'1 minute. Anna pâlit. Puis ils l'ont emmenée par la fenêtre? Non. Regardez le sol. Pas de traces de boue près de la fenêtre, malgré la pluie de cette semaine. Ils sont entrés par la fenêtre, mais ils sont sortis par la porte. Il désigna de faibles marques sur les lattes menant à la sortie. 2 séries d'empreintes, toutes 2 d'hommes adultes. Calicotte s'agenouilla près de l'encadrement de la porte. Un fil était accroché à une écharde, laine sombre, de qualité coûteuse. Le visage de Anna devint livide. Donc c'était planifié, professionnel. Oui, ce n'était pas un acte au hasard. C'était une opération visant à capturer une cible précise. Au cours des 3 jours suivants, Calicotte mena sa propre enquête avec une intensité proche de l'obsession. Il engagea un détective privé, un ancien agent des Pinkerton, nommé Marcus Webb, spécialisé dans les personnes disparues. Il offrit une récompense substantielle pour toute information. Il écrivit à tous ses contacts dans les milieux médicaux et scientifiques, sondant prudemment s'ils avaient entendu des rumeurs sur une fillette noire prodige, s'ils avaient remarqué des démarches de recrutement inhabituelles ou des projets de recherche étranges. Et il confronta William Driscoll. Il retrouva son ancien assistant à Philadelphie, où celui-ci travaillait comme jeune médecin à l'hôpital de Pennsylvanie. Lorsque Calicotte entra dans son bureau sans prévenir, le visage de Driscoll afficha d'abord la surprise, puis quelque chose qui ressemblait à de la culpabilité. « Docteur Calicotte, je ne m'attendais pas à... Où est-elle » La voix de Calicotte était glaciale, une colère parfaitement maîtrisée. « Je ne sais pas. »« Ne me mens pas, William. Elisa Davis, la fillette de Virginie. Elle a disparu de son école en Pennsylvanie le 17 mars. Le même jour, un homme portant un manteau de laine coûteux a été vu en train de l'observer. Un manteau fait dans un tissu que je t'ai entendu décrire une fois. Alors je te repose la question. Où est-elle » Le visage de Driscoll se vida de sa couleur. Il ferma rapidement la porte de son bureau. « Baisse la voix. Dis-moi ce que tu as fait. »« Je n'ai rien fait. J'ai tenu ma promesse. Je n'ai rien publié. Je n'ai jamais révélé la vérité sur ses capacités. Alors pourquoi quelqu'un portant un manteau confectionné par ton frère la surveillait-il » Driscoll resta silencieux un long moment, puis s'effondra dans son fauteuil.
Je jure que je n'ai rien dit directement. Mais il se passa la main sur le visage. L'automne dernier, j'étais à une conférence médicale à Boston. J'avais bu. Un autre chercheur parlait des théories sur l'intelligence raciale, en citant vos travaux. Je me suis mis en colère. J'ai dit que Dieu me pardonne, que ces théories étaient fausses, que j'avais vu des preuves capables de tout renverser. Tu as donné des détails? Non. Je n'ai pas nommé la fillette ni le lieu. J'ai seulement dit que j'avais été témoin d'un cas prouvant que les capacités intellectuelles des Noirs pouvaient dépasser celles des Blancs. Qui était ce chercheur? Le docteur Edmund Voss, affilié à la faculté de médecine de Harvard. Il étudie le développement cognitif et l'évaluation de l'intelligence. Il t'a interrogé? Oui, il a insisté. J'ai refusé de donner des détails, mais il a demandé si vous aviez documenté le cas. J'ai dit que oui, mais que les documents étaient scellés. Il a demandé pourquoi. J'ai répondu que c'était pour protéger le sujet. Calicotte sentit la pièce vaciller. Tu as dit à Edmund Voss que j'avais documenté un cas exceptionnel d'intelligence noire, puis que j'avais scellé les preuves pour protéger l'enfant. Autant lui tracer une carte. J'étais ivre. Je ne réfléchissais pas clairement. Je pensais que mentionner l'existence du cas sans détail serait sans danger. Voss est un collectionneur, dit Calicotte d'une voix creuse, obsédé par les cas cognitifs rares. Il a des mécènes fortunés fascinés par les curiosités humaines. Il possède une installation privée dans l'ouest du Maryland. On dit que ces sujets n'en ressortent pas toujours. Le visage de Driscoll était livide. Vous pensez que Voss l'a prise? Je pense que tu lui as donné assez d'indices pour qu'il commence à chercher. Un homme avec ses moyens pouvait la retrouver. Il a pu retracer mes déplacements, suivre les réfugiés du camp, remonter jusqu'à l'école en Pennsylvanie. Calicotte se leva. Tu l'as tué, William. Même si ce n'est pas ta main qui l'a fait passer par cette fenêtre. Tu l'as tué en parlant quand tu avais juré de te taire. Je ne voulais pas. Personne ne veut jamais. Mais elle est quand même partie. Il se dirigea vers la porte. Si elle meurt, je veux que tu te souviennes chaque jour du reste de ta vie que c'est ton orgueil ivre qui l'a tué. Ton besoin de paraître important. Tu n'as pas su garder le secret. Et maintenant, une enfant paie le prix de ta faiblesse. Il laissa Driscoll en larmes. Mais cette confrontation n'apporta aucune piste nouvelle. Calicotte se rendit à Boston, tenta de retrouver Edmund Voss à Harvard. En vain. Voss était en déplacement. Son établissement du Maryland était isolé, non signalé, accessible uniquement par une route privée. Lorsque Calicotte tenta de s'y rendre, des gardes l'en empêchèrent. Marcus Webb n'eut pas plus de succès. La piste s'arrête après la Pennsylvanie, rapporta-t-il. Plusieurs témoins ont vu une voiture noire quitter Redstone la nuit du 17 mars en direction du sud-est. Ensuite, plus rien, comme si la terre les avait engloutis. Si elle est arrivée chez Voss, elle peut être n'importe où maintenant. Ces établissements privés ne rendent de compte à personne. Fin avril, quelques jours après la reddition de Lee, Calicotte reçut une visite inattendue. Un homme d'allure militaire se présenta chez lui dans l'État de New York, se présentant simplement comme le colonel Hayes du département de la guerre. « Docteur Calicotte, je dois vous parler de votre rapport de 1863 concernant le sujet noir en Virginie. » Le cœur de Calicotte se serra. Ce dossier est clos. Il l'était, mais des questions ont surgi. Un autre chercheur affirme que votre rapport a été falsifié. Il a demandé l'autorisation de retrouver et réexaminer le sujet. Le docteur Edmund Voss. Hayes poursuivit calmement. Il soutient que ses capacités représenteraient une ressource nationale précieuse. Voss l'a déjà, répondit Calicotte amèrement. Il l'a prise en mars. Nous n'avons aucune preuve de cela, parce que personne ne se soucie d'une enfant noire disparue. Sans preuve d'un crime, nous ne pouvons pas perquisitionner un établissement privé. La question est simple. Votre rapport était-il exact ou falsifié? Calicotte se trouva face à un dilemme terrible. Dire la vérité signifierait attirer encore plus l'attention sur Elisa. Maintenir le mensonge la condamnait à disparaître sans aide officielle. Mon rapport était exact, dit-il enfin. Le sujet était intéressant, mais pas exceptionnel. Hayes l'observa longuement. Si des preuves incontestables d'intelligence exceptionnelle noire existaient, cela aurait des implications politiques majeures. Êtes-vous sûr de vouloir les supprimer pour la vie privée d'une seule enfant? Encore une fois, Calicotte choisit l'enfant. J'en suis certain. Hayes repartit, insatisfait, mais sans insister. Désespéré, Calicotte contacta tous les réseaux abolitionnistes, Quakers et anciens opérateurs du chemin de fer clandestin encore actifs. Il offrit des récompenses croissantes. Il se rendit lui-même dans le Maryland. Puis, fin mai,
Il reçut une lettre anonyme. « Docteur, il existe un lieu dans l'ouest du Maryland, près de Cumberland, un ancien domaine appelé Thornhill. Le docteur Voss l'utilise pour ses recherches. On dit qu'une fillette noire y a été amenée en mars. Je ne sais pas si elle vit encore. N'y allez pas vous-même. Il surveille ceux qui posent des questions. Mais vous devriez savoir où chercher si Dieu vous donne les moyens de la sauver. Un ami. » Calicotte fixa la lettre jusqu'à ce que les mots se brouillent. Thornhill, près de Cumberland, Maryland. Enfin un lieu précis, mais l'avertissement était clair. Y aller seul serait dangereux, probablement inutile. Il avait besoin d'aide, de personnes capables d'infiltrer, d'enquêter sans alerter. Il engagea de nouveau Marcus Webb, cette fois avec une mission différente, surveillance et extraction éventuelle. Webb réunit une petite équipe, des hommes rompus aux opérations clandestines, d'anciens soldats de l'Union aguerris à l'infiltration. Ils se rendirent dans le Maryland et localisèrent Thornhill, un domaine isolé, entouré de murs de pierre, gardé et austère. Webb et son équipe observèrent la propriété pendant 2 semaines. Ils virent des gardes en patrouille. Ils virent des chariots de ravitaillement livrer des provisions. Ils virent le docteur Voss arriver et repartir à 2 reprises. Et, à travers une fenêtre du 3e étage, ils aperçurent parfois une petite silhouette à la peau sombre se déplacer derrière la vitre. « Quelqu'un est là-haut », rapporta Webb à son retour à la mi-juin. « Je ne peux pas confirmer que c'est votre fille, mais il y a quelqu'un de jeune, quelqu'un de petit, détenu dans cette pièce. La fenêtre est barrée, la porte est verrouillée de l'extérieur. C'est clairement une captive, pas du personnel, ni un membre de la famille. Pouvez-vous la sortir ?» Webb hésita. « Peut-être, mais ce serait dangereux. Les gardes sont armés. On pénétrerait dans une propriété privée et, si nous nous trompons sur l'identité de la personne, ce serait nous qui commettrions un enlèvement. Et si les choses tournent ça mal, s'il y a de la violence, des morts, vous seriez impliqués. Vous perdriez tout. »« J'ai déjà perdu tout ce qui comptait, » répondit Calicotte. « Pouvez-vous le faire ou non ? » ?»« On peut essayer. » Sans garantie. L'extraction fut planifiée pour la nuit du 23 juin 1865. L'équipe infiltrerait le domaine, atteindrait le 3e étage, récupérerait la captive et se retirerait avant que l'alerte ne soit donnée. Calicotte attendit dans une maison sûre à 16 kilomètres de là, arpentant la pièce dans l'angoisse, imaginant chaque catastrophe possible. Peu avant l'aube du 24 juin, Webb revint seul. « Nous sommes entrés, » dit-il, épuisé. « Nous avons atteint le 3e étage, trouvé la pièce, mais docteur... » Il s'interrompit. La pièce était vide, récemment abandonnée. Il y avait un lit de camp, un bureau, du matériel médical, des tableaux muraux consignant des observations, des tests cognitifs, des évaluations de mémoire, des examens physiques, des centaines de pages de notes, datées de fin mars jusqu'au 20 juin, il y a 3 jours. Était-elle là? Était-ce Elisa? Les notes n'utilisent pas son nom, seulement sujet E. Mais les capacités décrites correspondent exactement à ce que vous m'avez dit. Mémoire parfaite, capacité analytique extraordinaire. Les tests sont intensifs. Certains, la mâchoire de Webb se crispa. Certains n'étaient pas humains, mais elle était vivante il y a 3 jours. Alors où est-elle maintenant? Les notes s'arrêtent brusquement. La dernière entrée dit « Le sujet montre des signes de détérioration psychologique sévère. La mémoire reste parfaite, mais la stabilité émotionnelle décline. Cauchemars de plus en plus fréquents et intenses. Le sujet a désormais des difficultés à distinguer les souvenirs du présent. Recommandation, mettre fin à l'étude et transférer le sujet dans un établissement approprié. » Établissement approprié, répéta Calicotte, hébété. Cela peut vouloir dire n'importe quoi. Un asile, un autre centre de recherche. Où ils se sont débarrassés d'elle, dit Webb crûment. Un sujet instable, qui n'est plus utile et qui sait trop de choses, devient un risque. Avez-vous trouvé une indication de l'endroit où ils l'ont emmenée? Rien. La pièce avait été nettoyée à fond. Mais j'ai pris toutes les notes. Vous devriez les lire. Elles décrivent tout ce qui lui a été fait. Calicotte passa la semaine suivante à lire les notes de Voss. Elles étaient méticuleuses, cliniques et terrifiantes dans leur détachement. Voss avait testé Elisa sans relâche, la privant de sommeil pour observer l'impact sur la mémoire, lui infligeant des stimuli douloureux pour mesurer la rétention du traumatisme, lui soumettant des problèmes impossibles, consignant échec et réussite avec la même froideur. À travers le langage scientifique, Calicotte voyait Elisa se briser. Les premières entrées notaient sa coopération et sa résistance.
Les suivantes mentionnaient des refus, des pleurs. Puis, le sujet présente une dissociation croissante, déclare ne plus distinguer les souvenirs de l'esclavage, du camp de Virginie et de la captivité actuelle. Tous sont vécus avec la même immédiateté. Le poids psychologique de la mémoire parfaite devient insoutenable. Les dernières pages étaient les pires. Elisa cessait de parler, se berçait la nuit, se retirait dans son esprit, submergée par l'accumulation de souvenirs horribles. Puis, l'arrêt brutal. Voss disparut ensuite de la vie publique. Son poste à Harvard fut discrètement supprimé. Le domaine de Thornhill fut vendu à de nouveaux propriétaires qui nièrent toute connaissance de son usage antérieur. En juillet, Callicotte reçut une dernière révélation, une lettre d'un officier de l'Union mourant de tuberculose, cherchant à soulager sa conscience. Il écrivait avoir participé à une unité spéciale chargée de cas sensibles. En mars 1865, ils avaient reçu l'ordre de capturer une fillette noire, jugée risque pour la sécurité nationale. Elle avait été enlevée dans une école de Pennsylvanie et livrée à un centre du Maryland. Plus tard, il avait appris que ce centre était privé, non gouvernemental, une curiosité scientifique livrée à un chercheur. La lettre précisait qu'en juin, la fillette avait été transférée à l'asile fédéral, St. Elizabeth's, à Washington. Classée comme esclave affranchie, souffrant de troubles mentaux graves, sans famille ni identité légale. Là-bas, elle s'était perdue dans le système. La lettre se terminait par « Si elle est encore en vie, elle est là depuis près de 8 ans. Si elle est morte oubliée. J'ai aidé à cela. Que Dieu me pardonne. » La lettre était signée Thomas Ricks, capitaine, ancien du 7e régiment du Maryland, datée du 3 septembre 1873. Callicotte se rendit immédiatement à Washington. L'hôpital Sainte-Élisabeth était immense, chaotique, saturé de soldats aux brisés, de réfugiés traumatisés, d'anciens esclaves. Les dossiers étaient incomplets. Il chercha pendant des semaines, soudoya des infirmiers, parcourut les pavillons à la recherche d'une jeune femme noire qui pourrait être Elisa, désormais âgée de 19 ans. Il ne la trouva jamais. En octobre 1873, Callicotte abandonna. Il détruisit toutes ses recherches sur la science raciale, brûlant ses travaux dans la cheminée. Mais il conserva 3 objets dans une boîte scellée, un ruban bleu d'Elisa, une page annotée de sa main enfantine et une lettre. Dans cette lettre, il racontait tout. Elisa, ses dons, ses mensonges, son échec. Il conclut par ces mots. « J'ai consacré ma vie à prouver l'infériorité intellectuelle de la race noire. Puis j'ai rencontré une fillette noire de 9 ans, dotée de capacités supérieures à celles de tout être humain que j'avais jamais connu. J'ai tenté de la sauver en cachant la vérité. Peut-être ai-je été lâche. Peut-être ai-je causé sa perte. Je laisse ce jugement à ceux qui liront ceci. Le docteur Samuel Callicotte mourut le 17 mars 1889, exactement 24 ans après la disparition d'Elisa. Son nécrologe ne fit aucune mention d'elle. Elisa Davis devint un fantôme, une enfant brillante, peut-être l'esprit le plus extraordinaire jamais observé, disparue dans un système incapable de tolérer son existence. Nous ne saurons jamais ce qu'elle est devenue. Il ne reste que la question de Callicotte et le souvenir d'une enfant qui se souvenait de tout.